Bonjour Sophia. Merci. Alors Sophia, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste le projet Opaline au début? Oui. Opaline est une entreprise qui produit des jus de fruits et des limonades naturelles issues de fruits locaux, dont 95% proviennent d'un rayon de 25 km. L'année passée, nous avons pressé plus de 500 tonnes de fruits. Alors, il faut savoir que ces fruits ne répondent pas au calibrage, au concours de la beauté de la grande distribution. Donc, s'ils ne sont pas valorisés, eh bien, c'est un énorme gaspillage alimentaire. Et c'est à cette problématique-là que nous voulions trouver une solution. Alors, on s'est mis dans une cuisine, on a élaboré des recettes pour faire de bons produits. C'est pour ça qu'on a assemblé la pomme à la poire, ou encore la poire avec le coing, ou un jus de poire infusé à de la verveine. Et puis, on a aussi élaboré des limonades pour offrir une alternative aux sodas industriels, qui sont élaborés à base de 40% de jus de pomme, ce qui nous permet de valoriser cette pomme, mais aussi de limiter la teneur en sucre ajouté. Ça fait très envie, ces jus de fruits. Comment vous les produisez? Alors, là aussi, on a voulu valoriser la nature, donc on produit sur une ligne fournie en énergie solaire, et puis toute la pulpe du fruit, après le jus, qui normalement est jetée, eh bien, on la transforme en biogaz. D'accord, donc votre modèle est basé sur l'économie circulaire. Est-ce qu'il y a une autre innovation dans votre modèle? Alors oui, au-delà de cette valorisation, j'avais observé dans mes années à Londres l'économie mondialisée, celle qui repose principalement sur une optimisation des profits. Et dans cette quête, cette optimisation, eh bien, on a tendance à standardiser tous nos processus pour atteindre les fameuses économies d'échelle. Et dans cette frénésie, j'aimerais dire, dans cette quête, eh bien, on finit par se standardiser nous-mêmes. On en perd le sens, on en perd la conscience et on en perd le lien à la nature. On comprend bien ce principe de lien à la nature. C'est là-dessus que Opaline s'est basé. C'est bien cela. Oui, je suis à quelque part convaincue, et je le suis encore aujourd'hui, qu'il existe dans chacun d'entre nous et dans la nature tout ce qu'il faut pour repenser nos modèles économiques. Alors concrètement pour votre entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, concrètement, j'ai beaucoup d'exemples, mais aujourd'hui, je vais vous en donner peut-être deux. Si on observe la nature, on réalise que chaque organisme vivant a sa place et qu'il est valorisé comme cela. Donc, au sein d'Opaline, on pratique bien évidemment la répartition d'une marge équitable pour que l'agriculteur puisse être rémunéré pour toute sa récolte et l'épicier aussi puisse vendre un produit non pas parce qu'il n'est pas cher, mais parce qu'il a un sens. Au sein d'Opaline, dans notre gouvernance, eh bien, on n'a tout simplement pas de titre hiérarchique. Nous avons tous des responsabilités qui sont liées à des projets, à une action, et on en est la source, à quelque part la source de vie. On comprend bien ces valeurs profondes, mais Opaline, c'est plus qu'une entreprise, c'est un projet de vie, c'est un projet de société, c'est une autre vision de l'économie. Mais est-ce que le modèle est viable économiquement? Alors oui, il est viable. Depuis 10 ans, on n'a eu aucun congé maladie. Personne n'est malade. Et puis en termes de recrutement, eh bien, on n'a pas besoin de passer des heures à recruter des personnes parce qu'elles viennent à nous. Ce qui nous a permis d'atteindre bien sûr l'équilibre financier et également une croissance de 15 à 20% par an, 40% sur nos limonades, et d'entamer un processus de modélisation de nos pratiques à travers le projet d'un livre, non pas pour exporter le produit, mais pour exporter le modèle. Donc c'est une très belle réussite économique, effectivement, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait pour rentrer dans le circuit de distribution? Parce que ça a dû être difficile quand même. Oui, effectivement, au début, je savais bien que si j'allais adresser ce projet à la grande distribution en ligne avec les valeurs, eh bien, j'aurais aucune chance. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti sur le terrain, on a été à la rencontre de nos épiciers, cafetiers, restaurateurs indépendants pour partager non pas juste le produit, mais les valeurs qui accompagnaient ce produit, le sens. Et aujourd'hui, on est accompagné par plus de 2500 points de vente indépendants, ce qui nous a permis d'atteindre le 1 million de bouteilles vendues l'année passée.
Donc 1 million de oui aux valeurs d'Opaline. Consommer, c'est donc un acte militant? Consommer est un engagement. Ce million de bouteilles, pour moi, c'est un million de votes. C'est un million de oui pour cette économie. Ce qui nous permet, dans le projet Opaline, d'aller plus loin. Jusqu'à présent, on a réussi à reconnecter, à créer un lien entre le consommateur et le produit et ses valeurs. Et on voulait aller plus loin et proposer un lien entre le consommateur et la terre et la nature. Et c'est de là qu'est née la fondation Opaline qu'on a créée l'année passée. Et cette fondation, elle collabore avec des agriculteurs pour replanter des arbres fruitiers. On travaille aussi avec un ornithologue et un apiculteur pour s'assurer que ce lieu devient un lieu de vie pour la sauvegarde de la biodiversité. Et puis en termes de liens, eh bien, on organise dans ces vergers des ateliers pour les petits et les plus grands, les entreprises et les enfants. Quoi comme atelier? Un atelier de l'apiculture, par exemple, ou de la floraison au printemps pour bien comprendre le cycle de vie d'une pomme. Alors Sophia, vous êtes là devant 5000 chefs d'entreprise. Si vous vouliez qu'ils retiennent une chose, ce serait laquelle? Soyez audacieux, osez l'audace pour changer votre regard, pour vous émerveiller de vos talents et des talents de toutes les personnes qui vous entourent, que ce soit vos collaborateurs, que ce soit vos fournisseurs, que ce soit vos clients, et mettez ces talents, cette intelligence collective au service du bien commun, au service de l'humain, de l'humanité, au service de la vie. Merci Sophia de Meyer. Merci beaucoup Sophia. Merci. Merci beaucoup Bertil d'avoir fait ce si long voyage entre Madagascar et ici. Quel est le cœur de métier de ton entreprise? C'est le café. Nous avons des fermes situées dans des zones de déforestation massive. Mes terres productives emploient 200 personnes à Madagascar et j'ai 2 objectifs. Je veux créer une valeur ajoutée qui va permettre aux agriculteurs de sortir de leur pauvreté. Je veux en même temps promouvoir la biodiversité. Biodiversité malgache, on connaît, les lémuriens, les baobabs. Néanmoins, pour ce café malgache, y a-t-il une existence juste à côté des géants brésiliens, colombiens, vietnamiens, entre autres? Eh bien, le café malgache est cultivé au cœur de nos forêts, au milieu des baobabs et des lémuriens. Nous avons des espèces de café sans caféine, avec des fèves de café très grosses, comme des cerises, ou très petites, comme des lentilles. Bertil, c'est invendable ça, dans la mesure où le café, il est normé, il est standardisé. On ne peut pas avoir des grosses cerises et des petites cerises, tout doit être parfait. C'est ce que je pensais. Dans l'univers du café, tout est normé. Et c'est là-dessus que nous avons travaillé avec Gunther Pauli. Quand je l'ai rencontré, il m'a raconté l'histoire d'Antoine de Saint-Exupéry. Cela m'a marqué. En 1927, Saint-Exupéry vit au sud du Maroc, entre 2 déserts, l'Atlantique et le Sahara. Un jour, il pose son avion breguet dans les dunes. Il trouve 7 pierres, très lourdes. Ce sont des météorites. Son imagination ne fait qu'un tour. Le petit prince naît en une dizaine de minutes au milieu de 2 déserts. C'est aujourd'hui un des livres les plus lus au monde. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Le Petit Prince nous oblige à penser des impossibles. Je vous donne un exemple. Au Maroc, là où s'est posé Saint-Exupéry, on cultive aujourd'hui des algues marines qui capturent les microplastiques. Ensuite, on utilise les algues pour produire de l'engrais et du biogaz, ce qui permettrait à terme de réduire l'exploitation des mines de phosphate. Je trouve cet enchaînement inspirant. Alors j'imagine que c'est une réflexion à peu près semblable que vous avez eue avec Gunther Pauli pour imaginer un nouveau modèle pour le café malgache. Quand vous prenez une tasse de café, vous ne consommez que 0,2% de la biomasse que mes cultivateurs récoltent. Et donc vous avez le choix, ou vous dites « je suis assis sur une poubelle » ou vous dites « je suis assis sur un trésor ». Quelle est l'option? Exactement, car personne ne paye ni ne mange
le marc de café, ni la pulpe. Mais la pulpe est une source importante d'antioxydants. Alors, écoutez bien la recette. Si je mélange la pulpe séchée avec des graines de café torréfiées, que je rajoute du beurre de cacao et un peu de sucre végétal, j'ai un café solide. Bertil, d'accord, sauf que en Europe, personne ne mange du café solide. Thierry, vous connaissez les boissons énergisantes saturées de caféine? Eh bien, le café solide remplace Red Bull, Monster et les autres. Et si je vends mon café solide au même prix que le Red Bull, notre chaîne de valeur dégage plus de 100 000 € la tonne de café. Là, c'est un tour de force. La tonne de café, grosso modo, dans le monde, c'est 1 000 € la tonne. Et vous dites, Bertil, ça va être 100 000 €. Les rendements naturels de café sont entre 800 kg et 1,5 tonne à l'hectare. Nous avons une espèce de café à Madagascar qui pousse dans la forêt. Cela veut dire qu'il faut tout d'abord une forêt de grands arbres pour qu'en dessous poussent les plantations. Alors, avec mon café solide qui génère 100 000 € la tonne de café, j'ai assez pour 1. Acheter des terrains dénudés et replanter de la forêt. 2. Étendre les plantations de café en dessous. 3. Bien rémunérer les producteurs. Et 4. Dégager de la valeur pour mon entreprise. Je n'ai pas besoin d'engrais, d'OGM ou autres biochimie. Autrement dit, l'entreprise se porte bien, la forêt sourit, les agriculteurs aussi. C'est un modèle de papier ou c'est un modèle qui existe déjà? Le modèle existe déjà et il est en cours de développement. Nous avons une entité qui assure la vente de notre café solide. Et les pays scandinaves sont les premiers consommateurs. Et nous développerons les marchés les uns après les autres. Bertil, j'ai encore 2 questions. Êtes-vous heureux? Oui, c'est précisément cette fidélité à mes engagements, de la conviction à l'action. Cela prend du temps, bien sûr. J'ai besoin de concrétiser ce que je m'imagine, et ça me rend heureux. Gunther Pauli m'a aidé à construire cette continuité harmonieuse. Et ce n'est que le début. Dans notre atelier de demain, nous parlons des variétés malgaches sans caféine. Le monde a beaucoup d'opportunités. Bertil, j'ai une toute dernière question. Heureux, d'accord, mais en même temps, vous dites « je suis insatisfait, je ne fais pas assez encore pour mes engagements ». Je suis un impatient. Il n'est pas suffisant de protéger la nature et de semer des arbres. Ce que je veux, c'est inspirer, donner un avenir à tous. Alors, dans notre atelier de demain, j'offre des échantillons gratuits du premier café solide en France. Et à vous de me dire si vous souhaitez devenir des ambassadeurs de la forêt régénérée de Madagascar, là où le café pousse à côté des lémuriens. Bertil Akesson. Merci, Bertil. Merci.